Eh bien voilà, le temps que nos intervenants quittent le plateau, ma foi c'est très endiablé, hein, le e-mondial CCE 2021. Eh bien oui, nous allons démarrer ce nouveau débat, cette nouvelle table ronde, toujours sous le signe de la transformation. Et cette fois-ci, des nouvelles donnes, des relations au travail et toujours en présence d'intervenants exceptionnels. Mais tout de suite, place au succès des CCE. Ben oui, rappelez-vous, je vous l'ai proposé, je vous l'ai dit, nous avons invité à nous envoyer votre vidéo, 1 minute, pour parler de votre entreprise, de vos challenges et de vos réussites. Et tout de suite, eh bien, on découvre celle d'Olivier Coste d'Atos. Regardez. Bonjour, je m'appelle Olivier Coste, je suis basé à New York et je travaille pour la société Atos, un leader mondial de la transformation digitale. J'y suis responsable d'une division aux États-Unis. Aux États-Unis, quand vous voulez appeler les secours, vous composez le 911 ou 911, un numéro unique qui vous transfère à la police, aux pompiers ou aux ambulanciers. La Californie a demandé à Atos de moderniser en profondeur ses systèmes d'appel d'urgence et de les adapter aux smartphones avec leur GPS, leurs caméras, leur intelligence. Premier avantage, lorsque vous appelez le 911, le système sait immédiatement où vous êtes avec grande précision et vous envoie les secours en gagnant des secondes, ce qui est super précieux en cas d'urgence. Deuxième avantage, vous pourrez bientôt envoyer des SMS, mais aussi des photos, des vidéos des événements dont vous êtes le témoin. Là encore, on aide les secours et on gagne du temps. Enfin, tous ces systèmes complexes doivent résister aux pires catastrophes comme les tremblements de terre, les tsunamis, les incendies de forêt qui peuvent arriver en Californie. Nous sommes donc en train de déployer le plus grand système mondial d'appel d'urgence de nouvelle génération pour la Californie. Et derrière ces technologies, l'objectif est simple, c'est de sauver des vies. Eh bien voilà, sauver des vies et grâce à Olivier Coste d'Atos. Bravo Olivier, bravo à toutes vos équipes pour ce challenge et ce succès de votre entreprise. Et puis pour prolonger la découverte des talents, de vos talents, eh bien je vous propose un autre témoignage. Cette fois-ci, c'est celui d'Eli Cohen, The Wave Momentum. Regardez. Bonjour, je suis Eli Cohen, le cofondateur et managing partner de The Wave Momentum à New York. Je suis CCE dans la section nord-est des États-Unis depuis 10 ans. Et chez Wave, nous repérons, nous investissons et nous accompagnons des entrepreneurs français et internationaux dans leur expansion nord-américaine. On a rencontré CanalChat il y a 4 ans. CanalChat produit depuis 20 ans pour des grands clients français des événements sur mesure, en direct et interactifs, qui combinent une expertise unique en matière de captation vidéo, audio, de streaming, de modération et d'intégration technologique. Le défi a été de faire reconnaître CanalChat aux États-Unis, pays de l'excellence audio-vidéo et digitale, et d'imposer la marque pour le long terme. Défi relevé par l'équipe de Wave en allant principalement chasser des très grands comptes américains et des grandes organisations internationales. Après 3 ans, dont 15 mois de Covid, CanalChat s'est établi comme un premium partenaire mondial auprès de clients comme JP Morgan Chase, le World Economic Forum. Et nous avons aussi pu étendre et déployer sur toute la zone Amérique tous les partenariats français, entre autres avec L'Oréal, Altis, Crédit Agricole et BNP Paribas. CanalChat est devenu aussi un membre actif de CMMA, la très select Communication Media Management Association américaine. Défi relevé et transformé par Wave. That was the best one. Yeah, it was perfect. Well, thank you so much, Ellie, and congratulations, and have a nice day in New York. Alors, on va revenir. Nous, on est... Ouh là là, ça colle. Il fait très chaud sur notre plateau. Nous sommes à Pigalle, au pied de la butte Montmartre, bien sûr, pour démarrer cette nouvelle table ronde qui concerne, bien sûr, les nouvelles donnes des relations au travail. Et c'est parti, ça commence tout de suite. Jingle.
journée placée sous le signe de la transformation. On va voir ce que ça donne, bien sûr, pour les relations au travail qui se sont énormément transformées, et notamment depuis le début de cette crise Covid. On va voir ce qu'en pensent surtout nos invités. Bonjour à vous tous, merci d'être là. Bon, oui, et je dois vous dire également qu'on avait un petit zapping à vous proposer juste avant pour vous mettre un peu en bouche. Je vous propose de le regarder tout de suite en images. Regardez. En annonçant le deuxième confinement, Emmanuel Macron a donné le cap. Partout où cela sera possible, le télétravail devra être la règle. L'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer. Lors du premier confinement, 5 millions de salariés ont été contraints d'adopter le télétravail du jour au lendemain. Avec le confinement, le télétravail s'est imposé dans de nombreux secteurs et pourrait bien changer la donne sur le long terme. Pendant la crise, on a eu, je dirais, une envolée du télétravail avec globalement plus de 5 millions de personnes qui ont été amenées à travailler en télétravail. Instaurer le télétravail, ça modifie l'organisation, le management, la relation employeur-employé. Par conséquent, il faut se poser la question de mes rituels de management. Comment je suis organisé pour faire travailler les gens ensemble? Comment j'organise le travail des services de manière à bien séparer ce qui peut se faire de manière individuelle, c'est-à-dire chez soi, et ce qui doit se faire de manière collective, c'est-à-dire ensemble. Nous, en tant que DRH, on a été alertés par des situations individuelles, et donc on a dû faire face à cela et apporter des réponses. Vous savez que pendant cette crise, les managers, on a découvert des managers qui avaient des grandes qualités individuelles, de bienveillance, de confiance, de laisser l'autonomie, de faire attention aux gens. Cette nouvelle organisation, à marche forcée, a donné des idées dans le monde de la tech, comme Google, qui encourage ses 100 000 employés à travailler depuis chez eux, au moins jusqu'en 2021. Idem pour Facebook. Mais comment pouvoir assurer pour l'employeur que son salarié travaillant depuis chez lui travaille effectivement dans de bonnes conditions? C'est à mon avis l'un des plus grands challenges. On se demande si ce n'est pas l'avenir, si le télétravail ne doit pas devenir la norme, d'autant plus que d'après les sondages, 40% des salariés souhaiteraient en bénéficier à temps plein. Et si, ma foi, cette crise pouvait déboucher là-dessus, c'est-à-dire, OK, on a compris qu'on peut faire beaucoup plus confiance qu'on le faisait précédemment, eh bien, ma foi, on aurait peut-être fait un progrès important dans le fonctionnement du management. Confiance dans le fonctionnement du management, un progrès important, comme l'évoque le sociologue François Dupuis. Bien, on va voir ce qu'en pensent nos invités. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Je vais saluer par visio interposée Madame la ministre Elisabeth Moreno. Bonjour Madame la ministre, vous êtes chargée de l'égalité hommes-femmes, de la diversité et de l'égalité des chances. Et je salue également sur notre plateau Madame l'ambassadrice Muriel Pénicaud. Merci d'être avec nous. Vous êtes ambassadrice et représentante de la France à l'OCDE. Et vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Pousser les murs » aux éditions de l'Observatoire, où vous abordez tous les sujets dont nous allons parler. On est bien d'accord. Et puis, il y a aussi Jean Viard, sociologue. Voilà, Jean Viard qui lève la main, qui est en visio avec nous et qui nous donnera bien sûr son expertise sur cette thématique des nouvelles donnes des relations au travail. Jean-Philippe Papin, bonjour. Jean-Philippe, vous êtes directeur d'Actual Leader et at last but not least, Gilles Bonenfant, CCE, bien évidemment, est président d'Eurogroupe Consulting et modérateur sur cette table ronde. Un grand merci de m'aider sur cette thématique-là. On va commencer bien sûr avec vous, Gilles. On a beaucoup parlé, même dans la dernière table ronde, effectivement, de ce télétravail qui a été mis en place, de ces nouveaux outils. Ah, on a une petite déconnexion là qui arrive, de ces nouveaux outils. On a l'impression que ça y est, c'est fait, c'est posé, c'est officiel, on n'en parle plus. C'est ça l'idée ou le débat est clos? Non, je pense qu'on démarre. Je pense que le vrai débat démarre. Il y a deux choses qui sont passées, deux mythes qui sont tombés.
Le premier, c'est au télétravail, les gens ne travaillent pas. Je pense que beaucoup de dirigeants ont compris que les gens travaillent. Oui, et bien plus peut-être d'ailleurs, beaucoup voire plus. trop. C'est vrai. Je pense qu'il y a des sujets qu'il faut réguler. On va en parler. C'est un vrai sujet. Et puis il y a un autre mythe qui est tombé, c'est que le télétravail, c'est le bonheur. Je pense qu'au milieu de tout ça, il est temps de se poser, il est temps de regarder. Je dis souvent à mes équipes, mais je le dis également à mes clients, à chaud, on traite rarement bien les sujets. Je pense qu'il faut les traiter un petit peu à froid et regarder. Et on a devant nous une capacité à mettre en place des outils. Je pense qu'il ne faut pas parler simplement que de télétravail, d'ailleurs dans le sujet qu'on est en train d'évoquer, qui est finalement la nouvelle relation, les nouvelles relations de travail. Et toutes les générations sont à concerner. Il faut écarter personne. Les plus jeunes, comment on les accueille, comment on les forme, comment on les met dans un mode d'entreprise. C'est ça, 750 000 jeunes. Oui, 750 000 jeunes l'année dernière, 750 000 jeunes qui arrivent cette année, on va en parler, je crois. Voilà, c'est un vrai sujet. Donc je pense que là, c'est pas en arriver nulle part. La seule chance, la seule réussite des 12 mois ou 13 mois qui sont écoulés, c'est qu'on a eu des dirigeants, on a eu des salariés, on a eu des gens qui s'y sont mis, et on a tenu grâce à ça. Et on peut dire tant mieux, on a tenu, notre économie a tenu. Le table ronde qu'on avait avant montrait l'optimisme des dirigeants. Je pense qu'on est optimiste. On a des collaborateurs qui ont tenu le coup, qui en ont marre de ça. Je pense qu'il faut le dire. Il faut trouver d'autres modes. Et donc je pense que c'est le début d'une aventure qui est intéressante, sur laquelle il faut être vigilant sur c'est quoi la bonne formation, c'est quoi le bon accompagnement, c'est quoi le bon management, et puis c'est quoi la capacité finalement à pas faire des déplacements quand on n'a pas à les faire. Moi j'ai une anecdote là-dessus d'une de mes collègues qui me disait un jour c'est bien de ne plus se déplacer, c'est bien de ne plus aller au bureau. Puis un jour elle m'a dit finalement ça me manque ma demi-heure de métro parce que c'est un sas de décompression aussi. Et donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder. Moi je ne suis pas pour le bureau envahisse la maison, comme je ne suis pas pour que la maison envahisse le bureau. Je pense qu'il faut retrouver des équilibres. Donc pour lancer cet échange, voilà, je pense qu'on est au début de quelque chose. En revanche, il faut en faire quelque chose. C'est un vrai sujet. Cette période qui s'est écoulée doit nous amener à nous projeter sur des logiques de publics différents, les plus seniors, les moins seniors, les jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Voilà. Et puis il y a un sujet qui me semble important peut-être, c'est que dans la relation au travail, on est alors un peu plus seniors, nous, autour de la table, que des jeunes auxquels on s'adresse, mais ils auront plusieurs carrières, ils auront plusieurs employeurs, ils auront besoin de se former et d'évoluer dans leur vie professionnelle un peu différemment. Donc ce monde-là, probablement, peut permettre ça un peu plus. Voilà, en guise d'introduction, mais... Eh bien, c'est une très belle introduction, ma foi, Gilles Bonenfant. Et j'aimerais avoir votre avis, Madame l'ambassadrice, bien sûr, sur cette situation, sur cette crise qui a permis d'accélérer finalement une mutation dans le monde du travail, sous certaines conditions. Alors, la crise accélère, et ça n'est que le début. Je suis d'accord avec Gilles Bonenfant, accélère des mutations. Pour moi, il y en a 5 principales qui vont changer assez profondément le travail dans les années qui viennent. Il y en a une, c'est le télétravail. Il y a environ un quart des emplois peuvent être télétravaillés. Et c'est vrai que lorsque, en tant que ministre du Travail, en 2017, dans les ordonnances travail, j'avais mis le droit au télétravail, c'était passé assez inaperçu. Pourquoi on l'avait fait? C'est parce qu'on sentait que c'était une tendance et une demande croissante. On n'imaginait pas que du jour au lendemain, 6 millions de personnes allaient, en mars 2020, se mettre à télétravailler dans des conditions parfois rock'n'roll, pour les entreprises comme pour les salariés, parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils ne connaissaient même pas les règlements sur le droit à la déconnexion, parce qu'il n'y avait pas forcément les équipements, parce que les logements ne sont pas toujours adaptés, parce qu'on faisait l'école à la maison en même temps, et que ça c'est vraiment, notamment pour les femmes, exactement. une grosse difficulté, etc. Mais néanmoins, et ça, c'est un des premiers défis. Ce qui est certain, c'est que ça s'est installé dans le paysage. Les employeurs étaient les plus réticents au départ en pensant qu'il y avait une perte de productivité. Ça faisait pourtant des années qu'on avait des études qui montraient que la productivité était plus grande. Ça ne faisait pas passer le mur du son. Là, ça passait le mur du son de force. Et du coup, beaucoup d'entreprises se sont aperçues que c'était vrai. En revanche, ce qui est le plus efficace, et ce qui est le plus demandé par les salariés, ce n'est pas le télétravail tout le temps. 70% de ceux qui l'ont pratiqué demande à continuer, mais quasiment tout le monde demande à le faire 2-3 jours par semaine. Parce que je crois que ça a ramené aussi le sens que le lieu de travail, c'est aussi un lien social, un lieu collectif. Et puis, on l'a tous testé par Zoom, lorsqu'il s'agit de créer ensemble ou de négocier ou d'avoir des relations. Je peux vous dire, en ce moment, je fais de la négociation internationale par Zoom. Ben, c'est moins efficace que quand vous êtes dans une salle, vous isolez, il y a le body language. C'est pareil pour la négociation sociale. C'est pareil pour les relations de travail, notamment en termes de créativité. Donc, je crois que aujourd'hui, dans le dialogue social dans les entreprises, dans la relation managériale, il faut évoluer. On fera un mix des deux.
Mais il ne faut pas se leurrer, ça va amener aussi une révolution du management, qui était déjà nécessaire, qui était décommencée, mais qui s'accélère. Parce qu'à distance, si vous pensez que le management, c'est juste contrôler ce que font les gens, et ramasser les copies, si j'ose dire, et ben ça marche pas du tout. C'est-à-dire que les critères de capacité à développer le potentiel, à être un peu un coach, avoir de la bienveillance, à encourager l'autonomie et le travail d'équipe, toutes ces qualités qui sont les qualités aujourd'hui et demain nécessaires dans le management, eh bien, en fait, le télétravail exacerbe le besoin de le faire. Donc, il y a beaucoup à faire. On n'est qu'au début de cet apprivoisement du télétravail, mais il ne va plus être contraint, mais il va être choisi. Il va être choisi par beaucoup de salariés, beaucoup d'entreprises, et il faut le relier. Après, il y a bien d'autres chantiers qui vont bouleverser le domaine du travail. Je vais être moins longue, mais juste les têtes de chapitre, on reviendra sur les sujets qui vous intéressent. Bien sûr. Le premier, c'est la transition écologique. Ça va faire un bouleversement qualitatif et quantitatif en matière d'emploi très fort. Ça concerne l'agriculture, les transports, l'industrie, la logistique. Je peux vous faire une liste des 3/4 à peu près de l'activité économique. La transformation numérique qui a eu un coup d'accélérateur énorme avec la crise, on ne reviendra pas en arrière. Enfin, je crois que personne ne pense qu'on reviendra à 5% de consommation par Internet, alors qu'on a bondi à 20%. Ouais. Les usages changent et on sera dans l'hybride. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait de l'hybride. Ben voilà, on va être dans l'hybridation tout le temps. Mais c'est surtout l'intelligence artificielle dont on n'a encore vu quasiment aucun effet, un tout petit peu sur la gestion des données, qui va bouleverser beaucoup puisqu'on va automatiser, y compris certaines activités intellectuelles. Et c'est les soft skills, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire tout ce qui est créativité, négociation, relation à l'autre, qui n'est pas automatisable, qui vont devenir importantes. Et la bataille des compétences va être énorme parce que d'ici 10 ans, à l'OCDE, comme dans les autres organismes, on estime que 50% des emplois vont être profondément transformés ou créés, n'existent pas aujourd'hui. Donc à la fin, il y a autant d'emplois, même plutôt plus qu'aujourd'hui, mais ce n'est pas les mêmes. Et de faire en sorte que chacun puisse y accéder, c'est-à-dire que les entreprises ne se retrouvent pas sans compétences et les salariés sans emploi, ça demande d'immenses investissements dans les compétences pour permettre cette transition. Et puis, enfin, je dirais, le gros sujet, ça va être le sujet de la diversité pour recruter demain et de recruter aussi sur du sens. Et on reviendra certainement sur le sujet, notamment de la jeunesse, mais aussi de la diversité. Toutes les formes de diversité, parce que je crois que c'est aussi un des besoins qu'auront les entreprises de changer. Donc, en clair, ça va être passionnant pour les managers, pour les dirigeants, pour les RH, pour les partenaires sociaux, mais ça va être beaucoup de travail. On a bien compris. Merci pour cette introduction haute en couleur. Gilles Bonenfant, vous vouliez réagir? Moi, mon point là-dessus est... Madame l'ambassadrice. Voilà, j'ai une vraie inquiétude, moi, sur la notion de délocalisation dans le télétravail. J'ai une vraie inquiétude qui est liée à ce qu'on a vécu dans la fin des années 70 sur l'industrie. En gros, on a délocalisé l'industrie et on a eu un chômage de masse. Jusqu'à présent, on va dire, les métiers de service, des tertiaires, étaient peu ou pas délocalisés, puisque voilà. Et moi, quand j'entends chez mes clients ou certaines de nos structures, à nous également, des gens qui disent « Ah, finalement, ils sont en Bretagne, ils sont au Larzac, ils sont très bien, puis j'entends la petite musique, puis en plus, ils coûtent moins cher. » Et puis je dis très vite, ce qui coûte vraiment moins cher, ils sont en Roumanie, en Tunisie ou ailleurs. Et moi, je pense qu'il faut être très vigilant sur le point d'équilibre qu'on évoquait. Alors moi, je ne sais pas s'il est de à 3 jours ou s'il est autre chose. Moi, je ne crois pas à ça, pardon. Je ne crois pas à ça parce que je crois aux sur-mesures. Je dis que c'est des sur-mesures. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin d'autre chose. Et puis, il y a des moments où il y a des cycles de vie chez soi où on n'a pas envie d'être. Et puis, c'est voilà. Et donc, je crois que... Mais le vrai sujet, je pense que le vrai piège potentiel de ça, c'est de croire que parce qu'on est en Corrèze, au Larzac ou autre, et que l'immobilier est moins cher, et que la connexion Wi-Fi est bonne, j'ai dit, méfions-nous qu'on ne recrée pas un dispositif où finalement on perd ces emplois de tertiaire, de proximité qu'on avait et qui soit finalement au-delà de nos frontières. On a un grand mouvement poussé depuis quelques années maintenant et le gouvernement œuvre beaucoup pour ramener de la production. La table ronde précédente l'évoquait et d'ailleurs ce ne sont que des signes positifs, des signes d'optimisme. Méfions-nous aussi que ça, voilà, sachant que on se rejoint bien évidemment sur le rôle social, le rôle d'équipe, le rôle d'un collectif lié à une entreprise. Alors, on n'est pas l'un et l'autre dans l'extrême, mais je crois qu'il y a un équilibre à trouver là-dessus et qui rejoint aussi le point de la diversité que vous évoquiez à l'instant. On va en parler de la diversité, bien sûr, avec Madame la ministre.
merci d'être avec nous. Tout d'abord, voilà, je vous cherchais. Vous êtes avec nous, Madame la ministre Elisabeth Moreno. La diversité, Madame l'ambassadrice l'évoquait juste à l'instant, ça fait partie de ces grands chantiers, de ces grands travaux, justement, de cette transformation, de ces nouvelles relations au travail. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, laissez-moi vous dire combien je suis ravie d'avoir cet échange avec vous, même à distance, sur un sujet ô combien important, et je remercie l'e-mondial du CCE de l'avoir organisé. Évidemment, je rejoins totalement Madame la ministre Madame l'ambassadrice. Évidemment, je pense que la question de la diversité va être au cœur des enjeux sociétaux, pas seulement dans l'entreprise, mais de manière générale dans les années à venir. On le sait, lorsque l'on interroge les jeunes aujourd'hui, il y a 3 sujets qui les intéressent au plus haut lieu. Il y a la question de l'environnement, il y a la question de la justice sociale et il y a la question de l'inclusion. Et si nous voulons que ces jeunes soient attirés par l'entreprise et qu'ils se reconnaissent dans les valeurs de l'entreprise, il va falloir mettre ces questions au cœur de nos débats. Et je voudrais revenir aussi sur le sujet que M. Bonenfant a évoqué. C'est vrai que je vais vous partager 2 expériences parce que moi, j'ai démarré la pandémie, j'étais chef d'entreprise. J'étais chef d'entreprise et basée en Afrique du Sud. Et j'ai été nommée dans le gouvernement de Jean Castex et par le président de la République au mois de juillet. Donc, j'ai eu une expérience d'abord de chef d'entreprise qui a été absolument terrifiante, et j'emploie le terme à bon escient parce que je crois que tous les chefs d'entreprise se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir non seulement tenir leur entreprise à bout de bras, mais également tenir leurs collaborateurs à bout de bras dans une incertitude totale et dans un environnement de vulnérabilité important puisque personne ne savait ce qui se passait, comment les choses allaient se développer et quand nous allions en sortir. Et évidemment, dans la fonction qui est la mienne, je me souviens quand les nouvelles technologies ont commencé à arriver en masse, j'ai vu ces nouvelles technologies comme un outil extraordinaire pour les femmes en particulier, parce que je voyais ça comme un outil de flexibilité, comme un outil de liberté, pouvoir quitter le bureau à 18h, rentrer, s'occuper de ses enfants et puis retravailler à 22h, comme une fois, gérer notre vie de manière aussi flexible et aussi souple, on n'avait jamais eu l'occasion. Donc, je voyais vraiment le télétravail comme une force et force est de constater que cette pandémie nous a montré le contraire. Et M. Bonenfant a raison de dire qu'il faut déconstruire les mythes parce que j'ai vu des personnes à la limite du burn-out lorsque tout le monde a commencé à travailler à distance et les femmes en particulier parce que les femmes se sont retrouvées non seulement à s'occuper des enfants et à se transformer en professeurs, mais à s'occuper aussi des personnes âgées lorsqu'elles en avaient sous leur responsabilité, à s'occuper des tâches domestiques, tout en faisant leur travail à plein temps, avec cette pression sur les épaules de ne pas vouloir entendre leur patron leur dire mais c'est pas parce que vous travaillez à la maison que vous êtes en train de vous occuper de vos enfants, on peut vraiment que vous soyez aussi efficace. Donc faire son travail à plein temps, tout en s'occupant des tâches domestiques, tout en s'occupant de tout ce qu'il y a à faire d'un point de vue familial, ça a été quelque chose de très difficile. Je veux préciser aussi que les femmes ont été particulièrement touchées par les violences intrafamiliales pendant cette pandémie. Donc, quand en plus, il y a des violences intrafamiliales, comment vous dire que tout cela a un impact très important sur la vie de ces femmes? Et on le sait, hein, pendant le confinement, elles ont été au front parce qu'elles ont eu, il y a plus de 78% de femmes qui travaillent dans le secteur de la santé, qui travaillent dans les EHPAD. Les femmes sont dans la propreté, elles sont dans la grande distribution. Tous ces métiers essentiels qui sont peu payés, peu reconnus, peu valorisés, ont tout d'un coup pris une place importante et ces femmes ont été dans un moment extrêmement difficile. Donc moi, je crois que le recours massif au télétravail a véritablement modifié la relation au travail. Je crois que ça n'est que le début et je pense qu'il est essentiel de ne pas gérer cette situation que d'un point de vue de crise, mais il est essentiel que les entreprises prennent en considération ces nouvelles méthodes de travail, qu'elles apprennent à différencier le travail en période de crise du télétravail plus pérenne qui va organiser finalement un dialogue social et nous forcer finalement à mettre en place des accords d'entreprise. Et il faut également mettre cette discussion au profit pour mettre à plat la conciliation des temps de vie personnelle
et de vie professionnelle, qui est un enjeu permanent pour les femmes qui prennent toujours un rôle disproportionné, comme je le disais tout à l'heure, dans les tâches domestiques. Et je vais enfin finir là-dessus. Je pense qu'il ne faut vraiment pas que les femmes soient les oubliées du plan de relance, parce que je pense fondamentalement que leur émancipation économique est le premier levier et probablement le levier le plus sûr pour leur permettre d'acquérir une véritable indépendance. Et c'est pourquoi nous avons voulu avec Bruno Le Maire et Elisabeth Borne, que toutes les entreprises bénéficiant du plan de relance publient les 5 sous-indicateurs de l'index égalité professionnelle que Muriel Pénicaud avait mis en œuvre et fixent des objectifs de progrès à chaque fois qu'on est un peu en retrait sur ces questions-là. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Gilles. Moi, juste un mot peut-être. Je crois que ça a fait apparaître quelque chose de très vrai dans cette période-là. C'est une confiance réciproque. Parce que, en fait, ce que vous évoquez, Madame la Ministre, bien évidemment, on voit les excès. Hein. Ce que vous évoquez sur les violences faites aux femmes, c'est dramatique. Chaque jour, 2 fois par jour, on lit, on entend des choses absolument atroces. Mais si on s'échappe de ces cas dramatiques et qu'on regarde globalement ce qui s'est passé dans les entreprises, une grande confiance partagée des dirigeants envers leurs collaborateurs et un grand engagement et une grande confiance des collaborateurs envers les dirigeants. C'est ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Et donc c'est un socle commun, je veux dire, un pacte sans nouvelle loi, un pacte sans nouvelle ordonnance, un pacte de confiance qui dit finalement, mais ça rejoint le propos tout à l'heure, trouvant quelque chose qui s'adapte. Et moi je milite. Il y a des lois de déconnexion qui existent, on en a des lois. Il suffit de les appliquer. Peut-être pas la peine d'en faire beaucoup d'autres, je ne sais pas. En revanche, il faut sanctionner quand c'est pas fait. Moi, si vous voulez, je pense que là-dessus, les employeurs, les employés ont tout un tas d'outils entre les mains pour aller dans un sens. On évoquait tout à l'heure les points de parité, d'équilibre et autres, hommes-femmes dans les entreprises. On a tous les outils. Bon, il faut les appliquer. Et il faut sanctionner. Moi, je suis pas partisan pour en créer encore d'autres. Je pense qu'on a suffisamment d'outils aujourd'hui pour essayer de trouver un équilibre, télétravail, déconnexion, égalité homme-femme, diversité, ouverture. Enfin, on va laisser la parole à M. Viard qui va nous mettre ça en perspective. Mais en réaction à ce que vous évoquiez à l'instant, Madame la Ministre. Et puis nous écouterons également Jean-Philippe Papin, parce que je crois que quand on a préparé cette interview, vous me parliez de cette jeunesse aussi, qui est un petit peu en décalage et qui est potentiellement en souffrance. Jean Viard, vous êtes dans le Vaucluse. Merci d'être avec nous, en tout cas en visio. Vous êtes sociologue, directeur de recherche CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po, et vous avez également écrit de nombreux ouvrages. Nous venons de lancer cette table ronde sur ces nouvelles donnes de la relation au travail, des relations au travail. Qu'est-ce qui vous interpelle dans ce qui a été dit ? Je ne suis pas en désaccord avec ce qui a été dit. Je viens de sortir un petit livre qui s'appelle « La révolution que l'on attendait est arrivée », où j'essaye de présenter ce qui est en train de se passer, si vous voulez. Je vais retenir la vie de 7 idées, si vous voulez. La première, c'est je crois qu'on vit une révolution culturelle gigantesque et qu'on va mettre du temps à la voir se déployer. Madame Pénicaud a dit effectivement ça accélère les tendances, mais ça en crée aussi de nouvelles. Et donc, moi je dirais, juste pour faire un slogan, je dirais pensons 1068 puissance 100, comme effet de rupture culturelle dans l'histoire des sociétés, etc. Vous savez que 5 milliards d'hommes aient le même comportement sur toute la planète, au même moment, et acceptent de gâcher leur vie en partie pour sauver les personnes les plus âgées, les plus fragiles, les plus gros, je peux me permettre de le dire parce que je suis un peu lourd. Donc si vous voulez, c'est quand même un geste humanitaire absolument inimaginable. Et d'ailleurs, les régimes populistes ont été catastrophiques, mais la dictature chinoise a été très bonne à ce niveau-là, j'entends. C'est pour dire, regardons ça. C'est la première idée. La deuxième idée, si vous voulez, plus j'y réfléchis, plus je crois qu'on est un peu comme après une longue maladie. On a été malade 1 an, et on se réveille, on est content d'être vivant, et on regarde le monde en se demandant quel est le sens de ce qu'on vit. La personne avec qui on vit, 10% des gens sont en train de changer de vie. Changer de partenaire, déménager, poser la question. La société est tout en mouvement. Et si vous voulez, je crois qu'il faut se dire ça. Et là-dedans, il y a une chose qui sort très fortement, c'est la famille. Et il y a une deuxième chose qui sort très fortement, c'est le travail, comme idée positive. Parce qu'en France, le travail, c'était toujours associé à l'exploitation, etc. Là, je crois que le manque de travail, on a bien vu dans les restaurants. Ce n'était pas tellement qu'ils n'avaient pas d'argent, ils étaient bien indemnisés. Mais c'est que le travail, c'est du plaisir, de la relation, etc. Ils travaillent aussi pour vivre, pour lien. Et donc, que le travail ressort très positivement valorisé, moi, de cette période. Alors après, je dirais qu'on est dans une période de rupture culturelle gigantesque.
avec 3 remarques. La première, c'est que je pense qu'on était avant dans un affrontement, en gros, période ultralibérale. On était soit ultralibéraux, soit nationalistes, pour aller très vite. Et au fond, on a traversé cette crise en jouant de la coopération et de la frontière. Première frontière étant le masque, le logement, les 10 km, la France, l'Europe. Et en même temps, on a coopéré, parce que si on n'avait pas coopéré sur la planète, on ne s'en serait pas sorti. Moi, je crois que c'est le nouveau couple de l'époque qui ouvre, c'est coopération et frontières. Et à tous les niveaux, on va se demander comment on fait coopération et frontières, alors que ça semblait différent. Et dans ce couple, on voit très bien se lier local et livraison. Pour moi, le travail à domicile, le télétravail, c'est comme Amazon. Amazon, c'est 21 millions de comptes en France, puis les autres systèmes, enfin, clip and collect, etc. Je crois que le local et la livraison, c'est le nouveau couple. Et dans le local, c'est pas forcément le travail à la maison. Moi, je crois beaucoup plus au lieu de tiers-lieu, au coworking. Je crois que, si vous voulez, la question, c'est comment j'ai une vie là où j'habite, la ville un quart d'heure ou le bourg, et où les mêmes que je vois à la sortie du collège, au marché, d'un coup, on travaille à côté et on n'a pas de rapport d'entreprise. On n'est pas dans la hiérarchie, on n'est pas dans la concurrence. On travaille avec des gens qui travaillent dans d'autres boîtes. Et on mange avec eux, on discute avec eux, etc. On recrée du local par le numérique. Et c'est indispensable parce que le travail, ça a besoin de sociabilité. C'est pas simplement un travail. Donc, à mon avis, on va vers le deuxième bureau. Je le dirais comme ça pour une partie des gens. Quand je dis deuxième bureau, c'est l'entreprise de temps en temps. Et puis, effectivement, ce tiers-lieu. Je crois que c'est important, y compris le mélange des temps par week-end. Beaucoup de gens vont peut-être rentrer le mardi du week-end. Peut-être que l'été, il y en a qui travailleront une semaine sur 2 pendant qu'ils sont en vacances en famille. Vous voyez, il y a toutes ces structures du temps qui vont bouger. Bon. Après, je dirais qu'effectivement, on s'est rendu compte que c'est la métropole où se crée la richesse. Les 8 grandes métropoles françaises, c'est à peu près 61% du PIB, mais je ne suis pas obligé d'y habiter. Alors, c'était déjà là. Paris a déjà perdu 59 000 habitants ces 10 dernières années. Je crois que c'est un phénomène qui va s'accentuer. On avait vu l'extérieur de la ville gilet jaune l'année d'avant. Ouais. Là, on avait vu qu'on avait 16 millions de maisons individuelles avec jardin pour des gens populaires et qui étaient en révolte parce que leur vie n'avait aucun sens, leur espace n'était pas structuré, on ne s'est jamais occupé de leur construire un territoire politique, et donc ils s'étaient révoltés. Et là, on a une autre deuxième ville. Cette ville de télétravailleurs, j'allais dire, c'est la ville de c'est la France des résidents secondaires, pour schématiser, les lieux qu'ils aiment, si vous voulez. C'est le même territoire. Donc la ville a 2 grandes ailes, et il faut qu'on l'organise. Et puis, bien sûr, vous l'avez dit, mais je ne reviens pas là-dessus, mais les patrons ont vu qu'un travailleur qui est chez lui, effectivement, travaille. On peut produire sans être vu. C'est un grand pas dans le rapport managérial qu'à mon avis, l'administration française va beaucoup plus avoir de mal à faire que le privé. Je crois que c'est un gros souci, et c'est vrai, ça a augmenté la productivité. Il y a un autre avantage des gens qui travaillent chez eux, c'est qu'ils ne demandent jamais d'heures supplémentaires. Donc c'est aussi intéressant, je dirais, en gestion patronale, c'est qu'effectivement, je pense qu'on y gagne. Bon, je dis ça un peu vite, mais au fond, on est passé, pour moi, d'un monde à un autre. C'est ça que je crois qu'il faut comprendre. Ça va mettre du temps à être vu, parce qu'on va construire le récit. Tout ça, ça ne se voit pas. Maintenant, on est dans l'immédiateté, si vous voulez. Mais au fond, on est entré dans des sociétés numériques et écologiques. On va se dire chaque fois, on se fait un zoom, on se voit. Et je crois que, vous voyez, c'est un peu comme en 1945, où le pétrole a pris la main. Parce qu'avant 1945, la plupart des gens n'avaient pas de voiture. Mais après 1940, il y en avait déjà pour les bourgeois, les camions, etc. Là, c'est pareil avec le numérique. Et chaque fois, on va se demander, y compris dans les familles, y compris parce qu'on l'a bien vu, ça a circulé dans la famille, le numérique. Donc je pense que le numérique a pris la main sur le lien entre les hommes. Et comme vous l'avez dit, ça peut délocaliser du travail, ça peut en créer du nouveau, etc. On entre dans une société numérique et écologique. Et je crois que ça, si vous voulez, c'est complètement important. Et alors, 2 dernières remarques. Ne regardons pas. Il y a eu 3 groupes sociaux pendant cette crise. Il y a eu, on va dire, les gens du care et du service, les caissières, les chauffeurs, etc. C'était un peu les gilets jaunes et les gens des banlieues. C'est des gens qui ne manifestent pas ensemble. Culturellement, ils n'ont pas de commun. Mais dans le boulot, oui. Dans les hôpitaux, souvent, vous avez quelqu'un de banlieue qui travaille avec quelqu'un qui était gilet jaune. Eux, leur problème, c'est la distance domicile-travail. Il faut qu'on bouscule les politiques du logement social pour leur donner la priorité dans la proximité de l'emploi. Ça me semble totalement indispensable. Le deuxième groupe, c'est effectivement les gens dont on vient de parler, les télétravailleurs. Il y a des problèmes de réglementation. Il faut que ça soit à temps partiel. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut faire 10 000 tiers-lieux dans l'année. C'est tout de suite qu'il faut faire des tiers-lieux. Il ne faut pas mettre des années. Il y en a 1800 en France. On est complètement sous-équipé. Donc là, il y a une politique d'urgence pour effectivement créer ces lieux de rencontre, pour recréer du lien social. Le troisième groupe, c'est le monde industriel et agricole. Lui, il va plutôt sortir positivement de cette période parce que tout le monde voit bien que la question de relocalisation va se poser. Voilà, je voulais dire ça en disant une dernière chose pour conclure comme ça, puis un peu, si vous voulez. Faisons très attention de ne pas dire on l'avait prévu avant, on avait prévu de le faire, on va le faire. Moi, je crois qu'il faut dire on a tous changé, on a tous réfléchi, on a souffert, on a eu des problèmes, on en a eu d'autres,
Et maintenant, je vous propose à partir de cette expérience, et je crois que là, il y a un changement, si vous voulez, de la façon de faire, y compris en se disant, les gens se sont sentis protégés pendant la crise. Je crois que c'est ça qui est paradoxal. Parce qu'évidemment, au début, honnêtement, l'histoire des masques, tout ça, on nous a enfumés et tout ça, bon. Mais quand même, petit à petit, les milieux populaires ont vu qu'il y avait des règles, des indemnités, des piqûres, des vaccins, etc. On était protégés. Alors qu'avant, les milieux populaires n'étaient plus protégés face au grand vent de la mondialisation. On s'est ressenti protégés. Et la question, maintenant, c'est qu'on reste protégés et qu'on ne se sente pas abandonné et remis dans les grands vents de la mondialisation. Parce que sinon, ça va être terrifiant et ça va faire de la casse, de la violence et des luttes politiques extrémistes. Merci Jean Viard. Merci. Juste peut-être un mot en réaction sur le côté lien social et cette notion de nomadisme, parce que c'est quelque chose qu'il faut fabriquer. Je crois qu'il ne faut pas oublier deux choses. C'est que le tissu économique, le tissu industriel, le tissu de service, c'est aussi fait d'ETI, de PME, de toutes petites boîtes. Et sur lequel, finalement, la vie de l'entreprise ne se lie pas au travers des grands groupes. Il y a les grands groupes qui créent tout un tas d'éléments. Et on en a parlé avec Jean-Philippe, et je vais vous passer la parole si vous voulez bien. L'entreprise, c'est aussi une aventure. Et l'aventure ne peut pas se vivre à distance, en particulier, ou difficilement à distance, en particulier quand on est dans une catégorie TPE, PME, ETI. Je crois qu'il y a un lien à trouver. Peut-être, Jean-Philippe, vous pourrez réagir là-dessus, parce que c'est un point, je sais, qui vous tient à cœur et sur lequel on a échangé au préalable. Merci, Gilles. La culture d'entreprise, pour moi, elle est fondamentale. Et je vais vous faire part de mon expérience et de mon avis sur le sujet. La confiance dans l'entreprise, elle repose sur deux principes simples, la responsabilité et l'autonomie. Et je pense qu'à tout niveau, il faut fonctionner comme ça. On a un totem, on a une mission, toute entreprise doit avoir une mission au quotidien. Nous, on est très terre à terre dans la mission que nous avons, c'est trouver du travail à des personnes qui n'en ont pas et les accompagner vers un emploi durable. Ça veut dire quoi? Que tous les collaborateurs qui se lèvent aussi, oui. Mais qui se lèvent le matin ont cette mission-là. Donc, tout le sentiment d'appartenance, pour moi, est quelque chose de fondamental. Pour rejoindre les jeunes générations, ils attendent aujourd'hui beaucoup de sens au niveau des entreprises. Ce sens, c'est quoi? On n'a pas attendu, on parle beaucoup de responsabilité sociétale. Au niveau de l'entreprise, depuis 2008, nous avons été le premier groupe de travail temporaire certifié OSA 18001 par la FACAF-Nord. Nous avons été le premier groupe évalué ISO 26000 par la FACAF-Nord. Mais tout ça, ce ne sont pas des beaux diplômes et des façades. C'est fortement ancré dans l'entreprise. Donc, il faut partager tous ces moments-là. Pour moi, tous les sujets, que ce soit télétravail, ubérisation, digital, ce sont des outils qui sont au service d'une seule chose, l'humain dans l'entreprise. L'humain doit être au cœur du débat. Il ne faut pas qu'on se trompe de débat, parce que c'est l'humain. On est avant tout des sociétés de services. Il y a des hommes, il y a des femmes. Prenons le télétravail, je vais vous prendre notre exemple. Télétravail, j'estime qu'en dans l'entreprise, nous avons 3 catégories. Nous avons nos intérimaires. Madame la ministre évoquait toute une population de personnes pour qui c'est très compliqué, voire impossible, le télétravail. Donc nous, j'estime que c'est à 90-95%. Ensuite, nous avons nos agences qui sont des petites structures. Il y a très très peu de fonctions où le télétravail est possible à gérer. Et puis vous avez tous les services support, le siège. Avant le 17 mars 2020, nous avions des pros télétravail qui demandaient le télétravail. Le dossier, l'accord était sur la table. Il est toujours sur la table aujourd'hui. Il va être entériné, je pense, d'ici la fin de l'année. Mais j'ai tendance à dire que le Covid a fait les choses toutes seules. Dans ce sens où, ça a été évoqué, les pros télétravail, super contents, etc. On était à la maison, super. En plus, il faisait beau en mars-avril l'année dernière. Donc voilà, tout allait bien. Et puis, mais les Antilles? Oui. Et les Antilles, les Antilles, tout le monde. Vous savez, tout le monde se rejoint à un moment. Mais il faut laisser le temps au temps. Oui. Et on s'aperçoit, vous avez autant de collaborateurs que vous avez de modes de télétravail dans l'entreprise. Pourquoi des jeunes enfants, tous ceux, moi j'écoute ce qui se dit dans l'entreprise. Les jeunes enfants, c'est pas possible de faire du télétravail. Voilà, parce que vous pouvez pas mélanger les deux. Ou alors, ils vont attendre qu'ils soient couchés, et puis que le soir, ils vont commencer à travailler. Bon, toujours est-il qu'il y a aujourd'hui. Je vais prendre notre exemple, et je pense qu'il faut faire preuve d'une agilité constante, permanente, pour les mois, les années qui viennent. Dans ce sens, je vais prendre notre exemple. À partir du 9 juin, dans l'entreprise, nous avons décidé jusqu'au 31 août, la direction a décidé que le télétravail, c'était 2 jours maximum, à la discrétion du manager.
Donc si le manager décide que c'est qu'une journée ou c'est pas, c'est qu'il aura ses raisons, mais qui seront comprises par tout le monde. Ça, pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Et puis, il ne faut pas oublier une chose qui est fondamentale dans l'entreprise, c'est le client. Le client, qu'est-ce qu'il attend? Il faut qu'on réponde aux attentes de notre client. On s'aperçoit là, depuis le mois d'avril, il y a une lassitude, il y a une fatigue mentale, vous avez tout un tas de choses. Les gens sont agacés, moins réceptifs. Et on s'est aperçu par rapport à ça qu'on manquait de réactivité et de proximité. Donc il fallait relancer, c'est ce qu'on fait, relancer la dynamique, relancer tout ça, dire attention, on est attentif. Et dans l'entreprise, comme je dis souvent, les clients des services support ou du siège, c'est qui? C'est les agences en priorité. Madame l'ambassadrice, vous vouliez réagir, Muriel? Je voulais réagir. Ah, Madame la ministre également. Ah oui, beaucoup d'intérêt. Vas-y. Évidemment, merci, chère Muriel. Évidemment, je veux réagir d'abord sur ce qu'a dit M. Viard. Je pense qu'effectivement, nous sommes dans une rupture culturelle importante et c'est pour cela, M. Bonenfant, qu'on ne peut pas s'appuyer sur ce qui existait avant en se disant que peut-être ça va être suffisant. Moi, je trouve que ce qui est en train de se passer aujourd'hui est un espace extraordinaire pour faire les choses différemment. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on était particulièrement satisfait du modèle d'avant, dans la mesure où le modèle d'avant excluait beaucoup de gens du système. Il y a beaucoup de personnes qui ont toujours été oubliées dans la marche de l'entreprise. Et moi, je veux saluer véritablement le travail des entreprises aujourd'hui. Et je pense notamment, j'étais avec le président de la République la semaine dernière en Afrique du Sud. Nous avons remis à Jean-Claude Lasserre pour Saint-Gobain et d'autres patrons de Total, je ne veux pas oublier, de L'Oréal et d'autres entreprises qui ont un rôle qui va au-delà de la performance économique aujourd'hui, qui décide de recevoir un French Label Skills qui va permettre de former des jeunes dans la société sud-africaine qui ont complètement été oubliés du système. Ils vont les former gracieusement. 30 000 jeunes vont être formés grâce à eux. Moi, je vois de plus en plus d'entreprises qui s'intéressent aux violences qui sont faites aux femmes, et je ne parle pas des violences économiques, je parle des violences physiques, parce qu'on sait qu'une femme qui est violentée dans son foyer ne peut pas être complètement performante dans l'entreprise. Et je crois que c'est Churchill qui disait qu'il ne faut jamais gâcher une bonne crise. Nous avons l'opportunité de construire quelque chose de nouveau dans cette révolution que l'on attendait, parce que ceux qui réussissaient ne l'attendaient peut-être pas, mais peut-être qu'au moins 70% de la population se demandait à quel moment est-ce qu'elle allait pouvoir rentrer dans le jeu. Et je pense évidemment aux femmes, mais je ne pense pas qu'aux femmes. Je parle aux jeunes, je parle aux personnes qui habitent dans les zones rurales, je parle aux personnes qui sont dans les territoires ultramarins, je parle aux personnes qui sont dans les quartiers défavorisés. Reconnaissons que ces personnes-là n'ont pas eu beaucoup de chances de réussir autant que d'autres jusqu'ici. Et reconnaissons qu'il y a des attentes fortes auprès des entreprises et moi, je veux les saluer parce que je ne les ai jamais vus autant investis dans les questions environnementales, sociétales, d'inclusion que je le vois aujourd'hui. Et je suis convaincue que les entreprises qui réussiront demain sont les entreprises citoyennes, les entreprises inclusives. Et ça n'est pas une question de charité, c'est aussi une question d'attractivité des talents et c'est aussi une question de participation à la construction d'un monde qui soit beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus inclusif parce que tout le monde y gagnera ou beaucoup y perdront. Mais il n'y a pas de contradiction, je ne crois pas, entre ce que j'entends, Madame la Ministre, et ce que j'ai dit. Je dis juste que la confiance, la responsabilisation, la délégation a fait apparaître beaucoup de choses, qu'on a déjà un certain nombre de législations qui existent, et moi je pense le droit à la déconnexion, ben oui, il faut l'appliquer. Moi j'ai eu des consultants dans mon entreprise qui m'ont dit comment on fait pour se déconnecter. Pendant la crise, Eurogroup Consulting, moi j'ai organisé des Teams tous les mois avec tous les collaborateurs. Et un jeune, en période d'essai, m'a dit « Comment je fais pour me déconnecter ?» Je lui dis « Tu lâches ton iPhone, tu lâches ton téléphone. » C'est pas évident. Et ben oui, mais un dirigeant lui dit « Fais ça. » Et j'ai fait passer une consigne très stricte alors que le sujet est connu pour le faire. Je crois qu'on n'est pas en vision différente. Je crois que c'est une formidable chance, mais qui doit s'appuyer aussi sur la confiance, sur l'engagement et sur la responsabilité que les uns et les autres ont eu
et les collaborateurs et les dirigeants. Et puis il y a toute une population qu'il faut remettre dans une boucle différente. C'est probablement ce que vous évoquez à l'instant, sur lequel il faut retrouver des équilibres. Mais égalité homme-femme, vous faisiez référence aux 5 indicateurs que vous avez créés. Ça existe, ça y est, ça se surveille. Ça se pénalise. Ce n'est pas la peine d'en rajouter un 6e ou un 7e, je ne crois pas. Cela, il faut faire en sorte qu'il soit appliqué et qu'il soit utilisé à bon escient dans les entreprises. Vous vouliez réagir tout à l'heure ? Oui, je voulais réagir à la convergence de ce que vous avez dit les uns les autres. Pour moi, on a une vraie question à la fois économique et civilisationnelle, c'est la place de l'humain demain. Ce qu'évoquaient Jean-Philippe Papin et Elisabeth Morneau et Jean Viard. Oui, on est dans une phase de mutation profonde. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on a une mutation à la fois macroéconomique et sociale due à la pandémie, je vais y revenir avec les données de l'OCDE, mais aussi intime. Parce que depuis un an, à peu près tout le monde s'est posé la question, mais quel est le sens de mon travail ? Pourquoi je vais au travail ? Pourquoi j'y vais pas ? Qu'est-ce qui me manque ? Bon, on a mis en place, j'en suis très fière, le système le plus protecteur du monde avec l'activité partielle et d'autres choses. On a eu raison de faire cette airbag pour la société. Donc on a atténué, sauf pour la plupart des gens, l'aspect économique, pour les entreprises aussi. Mais du coup, il y a eu du temps, j'allais dire, qu'on n'a pas dans la roue du hamster habituelle, pour se dire, mais quel est le sens de mon entreprise ? Quelle est la mission de mon entreprise ? Et puis, est-ce que tous les salariés le partagent ? Puis pour le salarié, est-ce que j'ai envie de me lever le matin pour ça ? Et en même temps, macroéconomiquement, il y a des très bonnes études de l'OCDE qui montrent qu'aujourd'hui, le prix fort, il est payé par 3 catégories. Les femmes, il y a un recul des inégalités dans le monde qui est monstrueux sur les femmes. D'abord parce que la moitié des femmes dans le monde travaillent en travail informel, qu'elles se sont retrouvées sans rien du jour au lendemain, sans aucune protection. Alors ça, c'est pas le sujet en France, même s'il y a une part de travail informel. Mais c'est le moment où il ne faut pas lâcher l'index égalité pro, parce que le risque, c'est qu'on peut difficilement reculer, parce que c'est une machine à progresser. Mais enfin, on peut stagner. Et stagner, c'est pas il faut aller de l'avant. Mais l'autre catégorie, c'est les jeunes. Les jeunes, je vais y revenir parce que je voudrais revenir là-dessus, là vraiment payent le prix fort. Ils payent le prix fort de triple façon. D'abord, la restriction de la vie sociale pour sauver des vies qu'on a tous acceptées, elle est dure pour nous, mais elle est plus dure quand on a 20 ans, qu'on est seul, que c'est l'âge où non seulement on doit se former, accéder à l'emploi à 20, 25 ans, mais aussi on crée des liens sociaux, on prend son envol, on prend son autonomie, on forge sa personnalité pour le futur. Donc l'impact est encore plus fort. Et évidemment, le risque que la génération qui arrive maintenant sur le marché du travail, elle n'a pas pu étudier tout à fait comme il faut. Puis il y a la génération suivante qui arrive, très diplômée, qui risque de les mettre en difficulté. C'est pour ça qu'avec 162 personnalités, début mars, on a lancé cette tribune appel pour la jeunesse pour que à côté du gouvernement qui fait, avec un jeune solution, avec des tas de programmes, qui fait ce qu'il doit faire et qui le fait bien, eh bien, la société civile se mobilise. Moi, j'étais contente de voir que les entreprises, elles n'ont pas lâché la prise. On a fait cette réforme de l'apprentissage, en pleine crise, certes avec les aides, mais elles ont continué à progresser. Et c'est l'élément clé. Puis la troisième catégorie, évidemment, c'est les plus précaires. Et avec une bipolarisation du marché du travail, qui est un vrai risque, il y a le risque de la délocalisation, mais il y a le risque de la bipolarisation, c'est-à-dire des métiers à très haute valeur ajoutée d'un côté, des métiers avec moins de valeur ajoutée, moins reconnus, moins qualifiés, dont parlait Elisabeth Moreno. Et donc, par rapport à ces risques-là, l'intéressant, c'est qu'en même temps, on est dans un choc un peu anthropologique de se dire, mais finalement, demain, c'est quoi ? Et je crois qu'il faut effectivement donner cette priorité à la jeunesse, en particulier les jeunes filles qui sont particulièrement en difficulté aujourd'hui, on le voit, pour les raisons de violence et de relations dans la famille où l'envol est quand même un peu moins soutenu financièrement et relationnellement. Et c'est extrêmement important de le faire parce que leur avenir, c'est notre avenir. Et eux, ils posent toute cette question. Ils posent les questions de l'écologie, du sens au travail, de la solidarité. Et ils sont finalement nos aiguillons pour faire quelque chose dont tout le monde va bénéficier. Mais donc, il faut investir sur demain, investir avec les jeunes. Jean-Philippe Papin, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais rebondir sur ce que disait Muriel Pénigaud, puisque pendant cette période de Covid, Dieu sait que ça a chamboulé énormément de choses. Et j'ai pensé à moi quand j'avais 17-18 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 17-18 ans ? Bon, c'était une période où je sortais beaucoup le vendredi, le samedi, je bossais. Et oui, mais comme mais tous, le week-end,
Je faisais du sport le dimanche. Voilà, mais on s'amusait. Vendredi, samedi, je sortais beaucoup. Et je me suis dit, j'ai constaté que vous avez les jeunes, les codes, ils sont complètement explosés. Dans ce sens, alors on se couche à point d'heure, c'est 4h30 du mat, 5h, 6h. Je me suis dit, attention, il ne faut pas qu'on ait des générations de perdus. Dans l'entreprise, nous avons plus de 100 contrats d'apprentissage. Et là, je crois sincèrement que le levier, il est là, puisque c'est un bon moyen. Et je m'aperçois qu'en écoutant les jeunes qui passent le bac ou après, beaucoup veulent gagner un peu d'argent. Ils veulent continuer leurs études, mais ils veulent gagner un peu d'argent. Ouais. Voilà. Et l'apprentissage est une très bonne chose. Et le but, c'est de faire le lien. Et je crois beaucoup à ça dans les années qui durent. Mais il faut que ça soit un processus qui perdure et qui se développe, parce que ça va être un bon moyen de remettre nos jeunes dans le cadre, d'apporter, donner du sens, de les remettre dans la vie active. Et pour parler de culture également, il y a une phrase que tous les collaborateurs connaissent, je dis « le développement des affaires est le fruit du développement des hommes ». Et puis je voudrais terminer sur ce que disait Madame la Ministre, puisqu'elle citait Churchill. Churchill disait « quand on veut réussir, on trouve des moyens, quand on ne veut pas réussir, on trouve des excuses ». Merci beaucoup. Monsieur Papin, permettez-moi juste de dire une chose. Vous avez mentionné les contrats d'apprentissage. En 2020, on a eu plus de 500 000 jeunes en contrat d'apprentissage. Pour des raisons que je ne sais pas expliquer, dans notre pays, on a décidé de favoriser ces 30 ou 40 dernières années les métiers dits de col blanc. Et donc, ça n'était pas extraordinaire que de faire quelque chose où on allait apprendre, pas faire un bac plus 6, plus 10, mais apprendre à travailler tout en étudiant et en se développant. 500 000 contrats d'apprentissage signés en 2020 grâce au travail intelligent de l'État et des entreprises. Je veux le souligner parce que je crois que personne ne pourra se sortir seul de cette crise dans laquelle nous sommes engoncés aujourd'hui. Et je crois qu'il y a un triptyque extrêmement vertueux pour reconstruire ce monde de demain que beaucoup appellent de leur vœu. C'est les politiques publiques avec les collectivités locales et territoriales. Ce sont les associations qui vont aller chercher ces jeunes dans les quartiers, dans les campagnes, pour pouvoir leur montrer ce qui existe et leur permettre, comme le disait Muriel Pénicaud tout à l'heure, de ne pas être cette génération sacrifiée. Mais c'est aussi l'entreprise qui, je le dis et je le répète, parce que c'est fondamental, et moi j'attache énormément d'importance et d'intérêt à ce que font les entreprises aujourd'hui pour se transformer, eh bien c'est considérer qu'on ne peut plus se considérer être une entreprise performante qui réussit si on ne regarde que les indicateurs financiers. Il faut se dire que la RSE, ce n'est pas une case qu'on va cocher à la fin de l'année fiscale pour se dire c'est fait. Non, ça devient une manière d'être, une manière de vivre. Et je peux vous dire que les collaborateurs le reconnaîtront, et c'est ça qui fera que les entreprises réussiront demain et qui déteindra sur la société. Voilà. On adore votre énergie, Madame la Ministre, ça fait du bien, merci beaucoup. Gilles, vous souhaitiez réagir, puis j'aimerais effectivement qu'on ait aussi l'avis de Jean Viard sur cette jeunesse. Peut-être. Jean, voilà, on parlait bien sûr de cette jeunesse, de ces jeunes, comme on le disait, qui sont enfermés, qui ont peu d'avenir, peu de solutions, un peu sacrifiés en tout cas, ces 18-20 ans. Qu'est-ce que vous en avez à dire? Alors, je veux dire deux choses. J'avais écrit un livre l'année dernière sur la jeunesse. Moi, je considère qu'on est une société qui ne sait pas penser sa jeunesse. On est jeune aujourd'hui, je dirais de 16 ans à 26 ans. Puisque le premier CDI de masse, c'est 29 ans, et le premier bébé, c'est 30 ans et 2 mois. Moi, je dis on est adulte à 30 ans. Je considère qu'être adulte, c'est avoir un travail stable, et faire un bébé, c'est une caricature, mais c'est quand même ça. Et je pense qu'on n'a pas su, on ne sait pas penser cette période de la vie, qui dure 10 ans, où on apprend l'amour, on apprend le travail, on apprend des études, on apprend à voyager. Je pense que le voyage fait partie des 4 fondamentaux. Donc c'est pour dire on est mauvais, je pense, vis-à-vis de la jeunesse. Et ça, c'est la première chose. Et je crois qu'il faut le dire parce que c'était avant la crise, ça va être encore après la crise. Un jeune, ça doit apprendre, y compris à travailler. Je pense tout à fait que l'alternance, ça, c'est fondamental. Voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pendant la crise, on a beaucoup dit que c'est une génération sacrifiée. C'est plus compliqué que ça, parce qu'en même temps, justement, c'est une génération.
C'est-à-dire que toute leur vie, ils vont être la génération pandémie, comme nous, on a été la génération 68, si vous voulez. Enfin, je parle pour moi, on n'a pas tous le même âge autour de la table. Mais si vous voulez, et ça nous a, mine de rien, créé une communauté, une forme de solidarité. En réalité, il y avait 10 ans d'écart dans la génération 68. Mais y compris, on se reconnaissait entre nous, on se serrait les coudes, je pense, si vous voulez, que appartenir à la communauté générationnelle, c'est quelque chose une force. Alors après, bien sûr, ils ont été blessés, ils ont moins vécu, ils ont fait moins de rencontres, je suis d'accord. En même temps, ils ont plus lu, ils sont beaucoup plus développés des pratiques, regardez, en matière culturelle, des pratiques amateurs. Moi, les indicateurs qui m'intéressent, c'est l'augmentation des ventes de guitares, par exemple, de 20%, toutes ces dimensions culturelles, etc. Il ne faut pas les sous-estimer. Les jeunes sont dans une culture très numérique. Or, quelque part, justement, la culture numérique, ils ont pu la garder pendant la période. Ils vont pas à l'opéra, les jeunes, très rarement. Enfin, d'abord, il n'y a pas grand monde qui va à l'opéra, mais je veux dire, leur pratique n'est pas de cet ordre-là. Ce qu'ils ont perdu, c'est la fête, c'est la rencontre, c'est les aventures, c'est tout ça, bien sûr. Mais faisons attention. Voilà. Donc, je serai prudent là-dessus. Mais maintenant, je pense qu'il y a un déclic. C'est, pour reprendre la phrase de Churchill, elle me plaît beaucoup, je ne la connaissais pas. Comment on fait de cette crise le moment où on va penser une vraie politique de la jeunesse entre 16 et 26 ans, qu'on va leur donner un commun. On va arrêter qu'il y a des déductions fiscales, qu'on va supprimer les avantages fiscaux des parents. Et si vous voulez, moi, je terminerai en disant, moi, j'aime beaucoup ce qu'on fait dans les pays scandinaves. On considère qu'un étudiant, c'est un travailleur qui débute. On lui donne 350 € par mois et 700 € de prêt pour qu'il ait de quoi vivre, plus le logement. Et effectivement, au bout de ses études, s'il a fait les études en 4 ans, par exemple, la moitié de ce qu'on lui a prêté ne doit pas être remboursé. C'est-à-dire, on le motive pour aller vite, pour faire ses études dans la durée. Je crois qu'il faut qu'on réfléchisse à ça, quel que soit le métier, le CAP, l'université, tout ça. Un jeune en formation, c'est un travailleur qui apprend et il faut le faire voyager. Erasmus, c'est génial, mais il faut l'Erasmus des plombiers, l'Erasmus des CAP. Je veux dire, il faut ouvrir la jeunesse au monde. Ça me semble très important. Profitons de la crise pour penser un statut de la jeunesse. Madame la ministre, c'est un sujet de politique publique, donc je me permets de vous passer la main par rapport aux propos de M. Viard. Alors là, je la saisis au bon et je m'en réjouis parce que c'est exactement ce que ce gouvernement fait au travers de tous les plans qui ont été mis en place. On a parlé tout à l'heure du plan Un jeune, une solution. Pourquoi? Ce n'est pas que dans le milieu professionnel. Dire un jeune, une solution, c'est penser le jeune dans toute sa diversité, dans toutes ses aspirations. On le sait, aujourd'hui, les jeunes se sont posés beaucoup de questions sur le monde de l'entreprise. Il y a une forme de désamour parfois qui s'est installée. Moi, je me souviens, il y a quelques années, combien j'avais du mal à attirer les jeunes. Et c'est quelque chose qui me préoccupe d'autant plus que nous savons que les nouveaux trends post-Covid, c'est le numérique. Et mon Dieu, que nous manquons de jeunes femmes dans le numérique. Nous savons qu'un job sur 3 qui va se créer dans les 5 prochaines années aura une composante numérique, scientifique, ingénierie, mathématique. Et les filles ne veulent plus de ces secteurs-là. Alors aux parents qui nous écoutent, je vous en prie, intéressez vos jeunes à ces métiers-là parce que les filles étaient à l'ouverture du monde numérique et puis petit à petit, les hommes ont pris la place, elles sont elles-mêmes sorties en ayant des stéréotypes qui sont très dommages, mais je suis convaincue, comme vient de le dire Monsieur Viard, qu'il faut considérer les jeunes dans leur globalité et considérer que ce sont eux qui vont porter le monde de demain et il faut leur donner les clés de ce monde de demain et c'est exactement ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Tous les jeunes ne veulent pas faire des bacs plus 18, tous les jeunes n'ont pas envie, donnons-leur ce à quoi ils aspirent et aidons-les à se réaliser. C'est comme ça que nous construirons un monde plus riche. Merci beaucoup, Madame la ministre. Oui, une réaction de Madame l'ambassadrice. Je suis totalement d'accord avec Elisabeth Moreno et Jean Viard. J'ajouterai une chose, c'est que moi j'ai eu la chance de porter là aussi la réforme de l'apprentissage. Je suis très heureuse de voir les entreprises aujourd'hui qui ont plus que compris ce que ça signifiait. Et les jeunes, on a eu plus de 40% de demandes de jeunes aussi. Mais je pense que pour penser la suite, puisqu'on est amené... De toute façon, la suite, ça ne sera pas comme hier. Ça, c'est la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord. Du coup, il faut qu'on fasse pour les jeunes, mais aussi avec les jeunes. Et ils ont plein d'idées. C'est pas très facile de savoir comment faire, etc. Mais il y a plein de forums. Ils ont des propositions, ils ont des idées. Et je pense qu'il faut aussi qu'on leur fasse confiance. C'est pas simplement des objets d'attention. Ce sont des sujets pour dessiner avec eux demain.
c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans la société en général. Et je crois que ça, c'est une des choses qui changerait dans la vie sociétale. Beaucoup disent on ne nous entend pas. C'est pas simplement entendre, c'est construire ensemble la suite. Il y a des tas de formes. On n'a pas le temps de les développer, mais je pense que ça, il faut qu'on aille résolument là-dessus. Et les entreprises peuvent être inventives là-dessus aussi. Oui, puis il n'y a pas un modèle, il y a des modèles et c'est à eux de les créer avec nous dans le temps. Je crois qu'il y a des questions. Exactement, Gilles Bonenfant. Il y a une question de Miami. C'est Madame Bona qui souhaiterait vous interroger sur les VIE. Et c'est vrai que voilà, Jean-Yves Le Drian, lors de son discours d'introduction, on a parlé à plusieurs reprises. Bonjour Madame Bona, soyez la bienvenue. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous aviez une question sur les VIE, c'est bien ça? Je disais qu'investir avec les jeunes en tant que société, disons, citoyenne, c'est d'abord d'embaucher des stagiaires. Or, pour embaucher des stagiaires, une des missions des CCE, puisque nous sommes dans un mondial des CCE, c'est de pouvoir embaucher des VIE. Or, il est extrêmement difficile si l'on n'est pas d'abord une filiale française. Je suis à la tête d'une PME d'environ 70 personnes. J'ai toujours embauché des stagiaires français avec des visas J1. Il est extrêmement difficile d'embaucher des VIE. Nous faisons donc l'effort d'essayer de former des jeunes, même en télétravail. Je voudrais savoir quelle facilité vous allez offrir pour que nous puissions porter notre mission. Alors, il y a plusieurs éléments. Les VIE, en ce moment, c'est compliqué pour des raisons qui sont liées aux frontières qui sont fermées. D'ailleurs, on peut le dire sur les stages, on peut le dire sur Erasmus, on peut le dire tout un tas d'éléments. Après, il y a un autre sujet que vous évoquez, c'est est-ce que les entreprises détenues par des Français à l'étranger ont droit aux aides et aux capacités liées aux accords liés au VIE. Là, c'est des travaux qu'on a au niveau du comité national et avec Business France et avec le Trésor sur est-ce qu'on peut faire porter ou pas. Donc, il y a un dispositif qui est en train d'essayer d'avancer. Après, moi, je vous rejoins là-dessus. Je veux dire qu'on doit former. Les VIE, et d'ailleurs, cette logique d'international n'est pas réservée qu'à des bacs plus 5, plus 4, ou vous disiez 18, exactement, Madame la Ministre, mais pour qu'à ces gens-là, je pense qu'il faut faire voyager, il faut faire bouger nos jeunes. Le VIE est un formidable outil. Je ne rêve que d'une chose, c'est qu'on puisse, les frontières se réouvrent et que les entreprises emmènent avec eux tous ces jeunes à l'international, parce que ça a été évoqué dans la table précédente, on sait très bien que notre économie se fera aussi par l'export, se fera aussi par la capacité à envoyer nos équipes au-delà des frontières. Madame l'ambassadrice ? Oui, 2 mots pour dire que avant d'être ministre du Travail, j'ai été DG de Business France et avec Alain Batéjac et toute l'équipe des CCE, on avait fait un formidable travail pour booster les VIE. On était arrivé à plus de 10 000 VIE. C'est sûr qu'avec la crise, fermeture des frontières, les visas, il y a eu une année pas tout à fait blanche, enfin très abîmée. Mais je suis d'accord avec ce que dit Jean Viard. Voyager, c'est une des choses qui forme la jeunesse, c'est connu depuis longtemps, mais c'est vrai. Moi, c'est pour ça que tout la fin de mon livre est consacré à la jeunesse, au plan Marshall pour la jeunesse, auquel j'appelle en Europe. Je crois que dans le plan de relance européen, il faut qu'on fasse d'un Erasmus beaucoup plus large. Aujourd'hui, c'est pour les étudiants, ça existe un peu pour les apprentis, on a déverrouillé ça, mais enfin, c'est encore confidentiel. Mais en fait, tous les jeunes devraient pouvoir surcompenser ce qu'ils n'ont pas vécu et voyager 2 fois plus. En tant que VIE, en tant qu'Erasmus, je crois que ça fait partie des choses qui pourraient aussi faire partie de l'expérience génération Covid. On a vécu chez soi en Zoom pendant 1 an, mais alors après, par contre, on a découvert le monde encore plus qu'on aurait pu le faire dans la vie normale. Je crois que ça, c'est un signal qui serait très très fort pour les jeunes et très formateur, et ça fera des gens ouverts au monde, qui n'auront pas peur du monde et avec qui vous pourrez bâtir vos entreprises. Oui, puis après on parlait de diversité, il n'y a que l'interculturel qui favorise vraiment la diversité aussi, donc je pense que ça fait partie de ces éléments. Je crois qu'il y a d'autres questions. Alors, il n'y a pas d'autres questions, mais il nous reste 8 minutes, effectivement, donc j'aimerais que nous rapprochions de la conclusion, et j'aimerais tous vous entendre, bien sûr, sur cette thématique des nouvelles donnes des relations au travail. Je remercie Madame Bonnard de Miami pour cette question sur les VIE, et puis merci à vous tous qui nous regardez depuis le monde entier. Vous êtes plus de 1700 aujourd'hui, et ça fait vraiment chaud au cœur. Il faut dire que les débats sont passionnants, et ça, c'est vrai que nos invités sont prestigieux, bourrés d'énergie et d'enthousiasme. On peut peut-être terminer sur cette thématique. Jean-Philippe Papa, moi, j'avais envie de vous entendre sur tout ce qui s'est dit. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ça me fait penser au fil du temps à certaines choses, et je pense aux gens nos jeunes les plus défavorisés. Ça m'est arrivé d'intervenir ça m'arrive encore, d'intervenir sur des collèges de catégorie 4 ou 5, et
il y avait des troisièmes, ils étaient 25 la dernière fois, et vous aviez des jeunes extrêmement brillants qui avaient de très bonnes notes, d'autres qui voulaient faire électricien, etc. Donc ils me demandaient mon avis, j'avais créé l'entreprise en 92, comment vous avez fait, etc. Et je leur disais, vous savez, je vais vous donner mon point de vue. Aujourd'hui, dans les métiers manuels, vous pouvez gagner beaucoup d'argent si vous êtes sérieux. Et je leur ai donné un conseil, je lui ai dit, écoutez, si vous avez une priorité, apprenez l'anglais, maîtrisez l'anglais. Parce que le travail, j'ai pris mon exemple, j'avais toujours dit, et marqué aujourd'hui j'en ai pas, mais j'avais toujours dit, et il faut toujours retourner la langue cette fois dans sa bouche, j'irai jamais travailler à Paris, je mettrai jamais de cravate. Tiens donc, ah mais il n'y a pas de cravate. Il n'y a pas de cravate, mais je suis à Paris. Voilà. Donc par rapport à ça, je leur ai dit, vous savez, le travail aujourd'hui, il est à Paris, il est à Moscou, il est au Brésil, il est aux États-Unis, mais maîtrisez l'anglais, vous aurez du travail, surtout sur les métiers manuels, parce que vous avez plus de 2 milliards d'humains qui arrivent sur la Terre. Enfin bon, donc tout ça fait que maîtrisez l'anglais et il n'y a pas de souci, vous aurez du travail. Deuxième chose, je rejoins ce que disait tout à l'heure Madame la Ministre, faut faire attention que le financier, ce ne soit pas uniquement le pilotage de nos entreprises. Et la certification, quand on l'a mis en place dans l'entreprise, j'ai mis un indicateur, parce que ça vise la satisfaction des clients, des collaborateurs et des actionnaires. Donc moi, j'ai mis par rapport à nous, c'est un indicateur par rapport à ce qu'on avait fait. Bon. Eh bien, par rapport à cet indicateur, c'est la référence, le repère annuel. Si on fait mieux, c'est bien. Mais sur les 3 dernières années avant le Covid, au niveau de mes collaborateurs, je ne leur parlais pas de résultats. Pourquoi ? Parce que je savais qu'on avait des résultats. Après, qu'on fasse 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 points, je ne vais pas dire que ça m'importait peu, mais ce n'était pas l'objectif prioritaire. Et puis, deuxième, je voudrais terminer sur deux choses. La première, c'est la pause café. Alors, vous allez me dire, la pause café ou la pause cigarette. Oui. Pourquoi ? Parce qu'avant le Covid, les collaborateurs qui allaient en pause café ou pause cigarette, les managers disaient « T'as vu le temps qui passe, etc. » à l'extérieur. Là, aujourd'hui, le message que j'entends, on n'a plus le lien social. On n'a plus cette pause café. Oui, on a perdu les... Pendant cette pause café, on réglait des problèmes. C'est vrai. Bon, après, comme je disais tout à l'heure, la confiance, la responsabilité, l'autonomie, il faut qu'il y ait un minimum de cadre. Et puis, le mondial des CCE, depuis la crise 2008-2009, comme disait ma grand-mère, on ne met pas tous les œufs dans le même panier. Et j'avais décidé de partir à l'international, même si nous étions déjà présents dans un pays. Et aujourd'hui, nous avons 20 à 30% du chiffre d'affaires à l'étranger. Voilà. Et le constat, force est de reconnaître que j'avais sans doute raison, puisque nous sommes implantés aux Pays-Bas. Le Pays-Bas qui a tiré le groupe par le haut l'an passé. Et pour une simple et bonne raison, c'est parce qu'ils n'ont pas fait de confinement. Et au maximum, nous avons perdu 12 à 15% du chiffre d'affaires. Voilà. Merci beaucoup Jean-Philippe Papin. Il nous reste un peu moins de 4 minutes pour conclure ce débat. Madame l'ambassadrice. Oui, il y a un sujet qu'on a peu évoqué, je veux juste le remettre sur le tapis parce que ça va être tellement important pour vos entreprises, c'est le sujet des compétences. Les compétences, on en a parlé sous l'angle des jeunes, l'apprentissage, mais il faut bien voir qu'avec la révolution numérique plus écologique qui arrive, je le disais tout à l'heure, on a plus de la moitié des métiers, des emplois qui vont être nouveaux ou transformés profondément dans les 10 ans qui viennent. Donc en anglais, ils ont une très bonne expression pour ça, c'est upskilling, reskilling. Ça sera trop tard si on se réveille au moment où il n'y a pas les compétences dans les entreprises par rapport aux nouvelles donnes et où par contre il y a beaucoup de gens qui risquent d'être au chômage. On peut avoir la casse sociale et le manque de compétences en même temps. Et ça s'anticipe. Mon compte formation qu'on a créé par la loi de 2018, en pleine crise de Covid, 1 million de personnes se sont formées. Ils ont choisi quoi ? L'anglais, le numérique, la création d'entreprises et le permis de conduire. Donc, et 2 tiers, c'était des ouvriers et des employés. Ils ont très bien compris, eux, que le monde change. Donc, je crois qu'il faut vraiment co-investir avec vos salariés là-dessus. Et il y a des dispositifs pour vous aider, y compris à les reconvertir préventivement avec des aides publiques, y compris sur des métiers en dehors de votre entreprise. Mais il faut prendre à temps cette vague de transformation. Ça peut être une chance, mais c'est un risque si on ne la prend pas à temps. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. J'aimerais entendre Madame la ministre, bien évidemment. Quelle est votre conclusion sur cette thématique passionnante ? Je vais la faire aussi courte que je peux et je vais peut-être vous raconter une toute petite histoire. En tant que femme noire, lorsque j'ai grandi dans ma
banlieue très loin de Paris. J'étais convaincue que je n'y arriverais pas, que je ne réussirais pas parce que je n'avais pas le bon standard. Et j'ai eu la chance de rencontrer, dans la première entreprise dans laquelle j'ai fait mon stage, j'ai eu la chance de rencontrer des patrons engagés qui, parce que j'étais volontaire, parce que j'étais motivée, m'ont tendu la main. C'est certainement grâce à ces personnes-là que je suis à la place qui est la mienne aujourd'hui. Et je voudrais juste dire à toutes les entreprises, tous les chefs d'entreprise, toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, tout en félicitant encore le e-mondial, le CCE, parce que c'est vraiment important d'organiser des événements comme celui-là, je voudrais vous dire de ne pas négliger l'importance que vous pouvez avoir dans l'émancipation de quelqu'un qui n'est pas censé s'émanciper. Je voudrais vous dire que la diversité, c'est quelque chose qui peut être une richesse si on la prend correctement. Et on a besoin, notre pays a besoin de toutes ces forces, de tous ces talents pour pouvoir sortir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Madame Pénicaud a parlé tout à l'heure de formation, je crois. Moi, je veux insister sur la formation professionnelle. Je veux insister sur la nécessité d'aider les femmes. Je le répète, pas en termes de charité, mais simplement leur permettre de prendre la place qui est la leur. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec M. Bonenfant, les lois ne suffisent pas. Il faut changer les mentalités, il faut être beaucoup plus ouvert. Il ne faut pas avoir peur d'embrasser ces changements parce que, qu'on le veuille ou non, ils arrivent et ils passeront sans nous si on ne les embrasse pas. Mais je suis convaincue qu'en donnant la place à chacun pour réussir, eh bien, notre pays ne s'en portera que mieux. Il y a 52% de femmes dans la société française. Il n'y a que 30% de femmes dans les postes de direction. Et je suis persuadée, c'est une conviction, que nous avons besoin des talents féminins et des talents masculins pour avancer et réussir dans notre pays, et embrassons cette diversité qui a tant à nous apporter. Merci infiniment pour votre invitation. Merci à vous, Madame la Ministre. Monsieur Viard, peut-être, et puis je dirai un petit mot au-delà du temps. On va déborder un petit peu. Est-ce qu'un sociologue peut conclure en moins de 5 minutes? Est-ce que c'est possible? Oh oui, ça peut faire très court. Non, je reprendrai des choses qu'on a dites, si vous voulez. Je pense que la jeunesse, il ne faut pas simplement dire on l'a fait. Il faut penser à un statut qui se voit et où ils sont tous présents. Il faut que les jeunes aient le sentiment d'appartenir à une même politique publique, ce qui n'est pas le cas. Vous savez, un des grands problèmes de l'exclusion, moi qui ai été élu dans les quartiers les plus difficiles de Marseille, c'est que les jeunes qui partent jamais en vacances, les jeunes qui voyagent jamais, ils se mettent pas en couple. Ils sont exclus, y compris des vies sentimentales, parce que de jour en jour, excusez-moi, c'est plus dans les fêtes votives qu'on se rend compte, c'est pendant les voyages. Et donc, si vous voulez, ceux qui voyagent pas, ils restent seuls, ils tiennent des discours. Donc, faisons très attention. Un vrai statut de la jeunesse, c'est absolument important, mais un statut, pas simplement dire on mène cette politique. Il y a un gros problème de récit. Et la deuxième remarque, il y a 3 groupes sociaux, je l'ai dit tout à l'heure, et faisons attention qu'ils ne s'affrontent pas. Je veux dire, il y a les gens du télétravail qui, effectivement, vont trouver des avancées, des transformations de leur vie, et c'est génial. C'est pour ça que je plaide pour les tiers-lieux. Il y a le monde industriel et paysan, il faut lui redonner sa fidélité. Il a regagné en légitimité avec cette pandémie. On a tous vu que la question industrielle est un enjeu majeur. On est quand même le seul pays du Conseil de sécurité à ne pas avoir trouvé de vaccin. Je veux dire, c'est une honte scientifique et industrielle gigantesque. Et je veux dire, soit on est capable de retrouver la fierté de la science et de l'industrie, soit là, il nous manque quelque chose. Et puis, le troisième groupe, c'est les gens du care et du service. Il faut leur donner le paiement de la dette du service qu'ils ont rendu. On l'a dit qu'on le ferait. Ouais. La CFDT dit on augmente les salaires de 15% dans ces secteurs. Je crois que c'est indispensable. Il faut leur donner la priorité du logement social parce qu'il faut que les 3 groupes n'aient pas l'impression de s'affronter, mais chacun y gagne quelque chose. C'est ça qui rassemble les gens. Si on ne parle que du télétravail, il y a quand même les 2/3 des Français qui vont dire encore une fois, c'est pas pour moi. Je crois qu'au-delà des 3 groupes, il y a les générations qu'il ne faut pas affronter non plus, parce qu'on aura besoin des plus seniors pour former les plus jeunes, et c'est ça qui fera aussi l'apprentissage. Alors moi, je voudrais juste dire un mot et un clin d'œil à mes collègues CCE, puisque pour reprendre ce que vous disiez, Madame la Ministre, les CCE, c'est des hommes et des femmes d'entreprise qui sont dans 140 pays, ils sont 4500, donc ils ont l'habitude de la diversité, ils ont l'habitude de donner la chance aux jeunes, ils ont l'habitude de tenter des aventures, puisqu'on les évoquait tout à l'heure, ce sont avant tout des entrepreneurs, et je crois qu'ils sont très alignés avec ce qu'on est en train de vivre et de partager aujourd'hui. Et ils sont très ambitieux et très confiants dans ce qu'on peut construire de demain, qui ne doit pas ressembler à hier, mais on ne doit pas non plus ignorer tout ce qu'il y avait, parce qu'il y a aussi du bon à retenir dans tout ça. Voilà, moi je vous remercie à tous. Je vous remercie Frédéric de cet échange. Merci de votre participation.
Je resalue mes collègues CCE du bout du monde. Certains sont dans des heures matinales, d'autres tardives. À très bientôt. Et merci pour ce mondial. Merci beaucoup à vous tous pour votre engagement. C'était un plaisir d'échanger sur ce sujet. Merci à notre ministre, Madame la ministre Elisabeth Moreno, à Madame l'ambassadrice Muriel Pénicaud. Je rappelle que vous avez sorti un livre dernièrement, Pousser les murs, aux éditions de l'Observatoire. Merci à notre sociologue Jean Viard. La révolution qu'on attendait est arrivée. Ça, c'est votre dernier ouvrage, un de vos derniers en tout cas. Merci également à Jean-Philippe Papin. Et puis, j'ai envie de dire un grand merci à vous, Gilles Bonenfant, d'avoir modéré avec talent cette table ronde. C'était un plaisir de le partager avec vous. On va se quitter dans quelques instants, mais j'ai envie de vous demander de rester un petit peu encore avec nous, puisque nous allons mettre à l'honneur un succès, un talent des CCE, comme nous l'avons fait précédemment grâce à la vidéo que vous nous avez envoyée. Et puis, bien sûr, nous allons accueillir Monsieur Alain Bentéjac, votre président, pour le mot de la fin. Donc, bien, il est temps de lancer 1 minute, un succès tout de suite. Regardez. Et on part. Alors, attendez. Oui, voilà, c'est ça. On va rejoindre Pascal Petitjean de Airstar. C'est à lui. Regardez. Eh bien voilà, je vous proposais de découvrir une vidéo, 1 minute, un succès, hein, c'est ce que nous avons proposé. Et c'est Pascal Petitjean de Airstar qui nous fait rêver avec son aventure entrepreneuriale en 1 minute. Et vous allez voir que c'est de la poésie qu'il nous propose. Regardez. Mon nom c'est Pascal Petitjean, je suis en Asie depuis 35 ans où j'y développe le business des ballons éclairants d'Airstar qui sont fabriqués à Grenoble. On utilise ces ballons essentiellement en événementiel, en travaux publics et en tournage de films. Notre plus grosse réalisation dans la région, c'est l'éclairage de la Formule 1 de nuit. C'est un événement qu'on fait maintenant depuis une douzaine d'années. Ça consiste à éclairé grâce à 600 ballons, 60 hectares et c'est une chose qu'on installe avec une trentaine de nos techniciens. Cette référence nous a permis d'être connus et de nous développer. On a notamment ouvert une filiale au Japon quelques années après. Avant le Covid, on faisait environ 1 millier d'événements sur Singapour par an, 500 au Japon. Avec le Covid, on est frappé de plein fouet. Donc pour l'instant, le but c'est de résister, de nous réinventer. C'est à peu près comme repartir de zéro. Si en tant que petite entreprise des Français de l'étranger, on a pu nous développer en Asie, je pense que beaucoup d'autres pourraient en faire de même. On est à leur disposition pour leur donner des conseils s'ils ont besoin et pour les aider et leur faire partager notre enthousiasme. Eh bien, bravo Pascal Petitjean pour ces ballons hauts en couleur qui mettent de la poésie dans notre monde un petit peu compliqué en ce moment. Mais voilà, il est temps de conclure cette première journée de notre e-mondial CCE 2021. Placée sous le signe de la transformation demain, bien sûr, on va découvrir de nouvelles tables rondes placées sous le signe de la responsabilité. On se retrouve à 14h30 au même endroit. Et puis, j'ai bien sûr envie de laisser le mot de la fin à votre président, Monsieur Alain Bentéjac. C'est à vous. Merci beaucoup Frédéric. Ce sera vraiment un mot très court, le mot de la fin, pour dire que j'ai été personnellement vraiment passionné par ces débats. Il a été question beaucoup de diversité dans l'entreprise, dans la société, mais je crois que là on a vu l'intérêt aussi d'avoir une diversité d'intervenants au cours de ces débats avec des profils différents de chefs d'entreprise, de sociologues, de diplomates, d'hommes politiques ou de femmes politiques. Je crois que ce partage et cette interaction entre les différentes perspectives et différents points de vue est extrêmement passionnante. Alors, pas faire de conclusion parce que c'est vraiment très riche. Je dirais qu'il y a beaucoup de questions de transformation. C'était le thème effectivement de la session. On s'interroge souvent sur le monde de demain. Je crois que c'est Michel Houellebecq, toujours un grand optimiste dans la nature, dans l'absolu, qui disait que le monde de demain, ce serait le monde d'aujourd'hui au pire. Je crois, moi, au contraire, quand on écoute ces débats, qu'on a une vision différente. D'abord, on voit que le monde de demain, ce ne sera pas le monde d'aujourd'hui, qu'il y a des transformations extrêmement profondes qui sont en marche. On peut même dire
suivant Jean Viard, que la révolution a déjà commencé, déjà en marche. Et deuxièmement, je pense que ce n'est pas forcément en pire non plus, bien sûr, tout n'est pas gagné, mais il y a quand même des évolutions positives et intéressantes. Je crois qu'on a vu lors de la première session que les entreprises françaises s'adaptaient bien à ce nouveau contexte, qu'elles relevaient la tête. Et on a vu aussi que dans le domaine sociétal, dans le domaine social, il y avait beaucoup d'initiatives extrêmement intéressantes et extrêmement porteuses. D'ailleurs, je crois que finalement, on a beaucoup abordé, ou on a commencé à aborder les thèmes qui seront ceux de la séance de demain. Exactement. Sur le thème de la responsabilité des entreprises, la responsabilité des entrepreneurs. Et donc, je vous donne à tous rendez-vous demain pour une session qui débutera à 14h30, heure de Paris, et qui, je suis sûr, sera aussi passionnante que celle d'aujourd'hui. Merci à tous et à demain. Merci beaucoup, Président. À demain. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.